Retour au débat de France 24, les décisions de Donald Trump qui continuent à bien sûr faire réagir, et on en parle ici avec vous, Anne Desine. Bonjour, vous êtes professeur à l'Université Paris-Ouest Nanterre, spécialiste des États-Unis, juriste et auteur de la Cour suprême des États-Unis. Voilà, c'est paru en 2015 aux éditions Dalloz. La Bible de tout le monde en ce moment, j'espère. Bien sûr, surtout pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Annick Cizel, vous êtes enseignante-chercheur à l'Université Paris-Sorbonne Nouvelle, spécialiste de la politique étrangère américaine. Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université de Paris-Assas, auteur de Qui veut la peau du Parti républicain. C'est aux éditions de Passy, paru en mars de l'année dernière. Et enfin, Dominique Simonet, journaliste, écrivain, auteur de nombreux romans et d'essais dont La défaite des femmes aux éditions Plomb, également First Ladies à la conquête de la Maison-Blanche. On évoquait dans la première partie de ce débat Neil Gorsuch, le souhait de Donald Trump pour préserver une majorité conservatrice à la Cour suprême, la plus haute instance juridictionnelle américaine. Mais quelles sont les chances de Neil Gorsuch de passer le cap du Sénat? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre maintenant, Annick Cizel. On voit en ce moment une forme de rébellion des démocrates au Sénat. Ils ont refusé de siéger dans 2 commissions, moyennant quoi les républicains ont décidé de passer outre et donc d'entériner quand même, enfin il faudra maintenant que le Sénat se prononce dans son intégralité, mais enfin d'entériner donc la nomination notamment de Steven Mnuchin au poste de secrétaire au Trésor, et puis du choix de Donald Trump, Tom Price comme secrétaire à la santé. Est-ce que là on est à la veille d'une rébellion? Je crois qu'il y a un moment où les démocrates vont devoir rappeler qu'ils sont là. Et clairement, ils vont, je pense, finalement ratifier cette nomination à la Cour suprême, mais ils vont faire attendre un maximum de temps cette ratification, parce que, on ne faut pas oublier que le président Barack Obama a essayé pendant presque un an de faire ratifier sa propre proposition de nomination, que les républicains n'ont rien voulu entendre. Donc, et c'est son candidat, c'est même fait retoquer, Barack Obama, voilà. Merrick Garland. Oui. Il n'y a même pas eu d'audition. Il a été obligé de l'abandonner en race campagne. Il y a eu un mépris total. C'est-à-dire que les républicains, excusez-moi, les républicains ont refusé d'appliquer la Constitution. Ils ont refusé d'auditionner simplement. Donc il y a eu un blocage totalement anticonstitutionnel pour le coup. Et on peut regretter que le président Obama n'ait pas fait quelque chose, mais il pensait tellement que Mme Clinton allait lui succéder, parce que c'est une violation de l'esprit et de la lettre de la confiance finalement. On s'est dit on peut se permettre d'attendre quelques mois. Alors aujourd'hui, allez-y. Donc il y a un moment, je pense qu'il va falloir faire un exemple, je vais le dire comme ça. Clairement, faire un exemple, c'est quoi? C'est refuser d'avaliser le... À un moment, soit les démocrates construisent une opposition, véritablement, soit ils attendent passivement dans 2 ans, ils attendent de reconstruire leur propre parti, mais on voit quand même Bernie Sanders, on voit Elizabeth Warren, on voit les grandes figures de la gauche du Parti démocrate pendant la campagne passer au grill, littéralement, poser un maximum de questions et tenter de retarder effectivement, voire d'empêcher certaines nominations. On peut penser que les nominations financière proche de Goldman Sachs, ce qui est le cheval de bataille d'Elizabeth Warren. Steven Mnuchin, donc pour ne pas le nommer. Ce qui est le cheval de bataille d'Elizabeth Warren, ce qu'on a tellement reproché à Hillary Clinton pendant la campagne, ces conférences richement payées, etc., par Wall Street. Si les démocrates, là, ne mettent pas un point d'honneur à se faire entendre, c'est qu'on n'a plus un système bipartite aux États-Unis. Vous évoquiez le cas à l'instant du candidat malheureux à l'investiture démocrate, Bernie Sanders, qui s'était opposé, mais très virulente, ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux lors de l'audition de Scott Pruitt, qui avait été donc choisi par Donald Trump pour diriger l'agence de la protection de l'environnement, à laquelle lui-même ne croit pas, puisqu'il ne croit pas au réchauffement et à l'action humaine sur le réchauffement climatique. Eh bien, les démocrates refusent, justement, ils l'ont annoncé aujourd'hui, de siéger dans le panel qui doit décider de sa désignation, enfin d'entériner plutôt sa désignation. Jean-Éric Brana, finalement, que peuvent faire concrètement les démocrates? Est-ce qu'ils ont raison d'aller dans cette voie? Donald Trump, là, les menace de ce qu'il appelle l'option nucléaire. Qu'il aurait conseillé à Mitch McConnell, le leader de la majorité. D'abord, est-ce qu'ils ont raison de le faire? Évidemment que non. Dans une démocratie, il faut utiliser son
pouvoir d'opposition, et le pouvoir d'opposition, c'est en parlant, c'est en expliquant. Il y a une obligation d'explication vis-à-vis de la société. Non, c'est toujours une erreur, je pense, que de faire de l'obstruction pour de l'obstruction. Quand on sait qu'actuellement, les membres du Congrès ont un taux de satisfaction auprès de la population qui est de 10%, 90% contre eux, ils se tirent une balle dans le pied. En réalité, ils n'ont pas entendu le message des électeurs qui était de dire « Washington, on en a marre, parce que vous tournez entre vous, et en réalité, on n'a plus confiance en vous ». Cette défiance vis-à-vis du politique qui dépasse très largement les États-Unis, à un moment, il faut bien que les politiques se rendent compte que le public est en face d'eux, c'est pas des gens stupides, ils écoutent et ils attendent une attitude. Donc je crois qu'effectivement, sans tomber dans la compromission avec le pouvoir en place, il faut jouer son rôle d'opposant, c'est ça. Concernant l'offre nucléaire, qui est peut-être ce que c'est. C'est la possibilité pour le Congrès de faire passer quelqu'un, pour le Sénat, de faire passer quelqu'un à 50, avec une majorité courte de 51% au lieu de 60%, qui avait été mis en place, à 60, qui avait été mis en place notamment par Harry Reid en 2013, au moment où il avait tant de mal à faire accepter les nominations d'Obama. Donc il y a un précédent, les démocrates l'ont fait. Oui. Et bien, il y a eu exactement la même chose avec les républicains qui se sont opposés de façon aveugle et stupide pendant des années. Et regardez le résultat, ils ont eu Donald Trump à la tête et le Parti républicain a explosé. C'était exactement ça qui a donné cette cause-là. Aujourd'hui, on va se retrouver avec la même chose. Alors, l'option nucléaire, il faut savoir que dans la loi qui a été votée en 2013, c'est très précis, elle ne s'appliquait pas aux juges de la Cour suprême et elle ne s'appliquait pas aux lois. Alors, tout peut se changer. La loi peut se changer, ce sont les législateurs, effectivement, mais ça se fait pas en 3 jours. Il faut d'abord que le processus soit lancé. Donc, quand Donald Trump a annoncé dans une grande émission de télévision aux États-Unis qu'il allait l'utiliser, encore une fois, c'était de la fanfaronnade, c'était de dire « je sais que ça existe, mais je ne sais pas trop ce que c'est dans les détails, donc je pourrais l'utiliser et demander à ma majorité de s'en occuper ». Mais je n'ai pas entendu les législateurs dire qu'ils allaient le faire. J'aimerais rajouter 2-3 choses. Effectivement, Donald Trump a dit ça, mais il faut bien savoir que le leader de la majorité républicaine, donc Mitch McConnell, n'a aucune envie de le faire. Parce que, donc, au Sénat, il y a cette règle de liberté de parole qui veut dire qu'un sénateur, s'il n'est pas d'accord, peut parler ou menacer de parler sans arrêt. C'est le filibuster. En raison des oppositions des républicains, Ted Cruz s'était fait connaître là-dessus, d'ailleurs. Voilà. Et puis, rappelons-nous ce film fabuleux, Mr. Smith Goes to the Senate, etc., où il parle, il s'évanouit tellement il était fatigué, etc. Bon. Les républicains s'opposant à la nomination des juges fédéraux par Obama, les démocrates ont décidé de changer la règle, sans prudence, parce que ça veut dire que quand ils sont dans la... Et donc, le leader républicain, il n'a pas du tout envie d'obéir à M. Trump, parce qu'il sait que là, il est majoritaire. Mais s'il renonce à cette fameuse majorité, cette possibilité de blocage avec 40 voix, lorsqu'il sera dans la minorité, il ne l'aura plus. Cela étant, les démocrates, et là je rejoins ce que dit Jean-Éric, ils se rendent bien compte que les électeurs en ont assez, donc ils ne peuvent pas se permettre de faire trop de blocages, et surtout les 10 sénateurs dont le siège vient à échéance en 2018 et qui sont dans des États qui ont voté massivement pour Donald Trump. Donc en fait, les républicains n'ont que 52 sénateurs, mais on peut s'imaginer que même s'il y avait un filibuster, il y aurait un peu de défection démocrate et qu'on arriverait... Donc c'est une question du capital. C'est l'usage. En plus, c'est l'usage de travailler en commun, de faire un petit peu de cinéma pour repousser, mais à la fin, tous les juges ont été en termes de nomination, c'est intéressant si le blocage se fait sur celui qui doit occuper l'Agence de protection de l'environnement ou sur Mnuchin, parce qu'habituellement, l'idée, c'est que le président a une grande latitude pour les postes de l'exécutif, d'autant plus que c'est seulement 3 ou 4 ans. En revanche, il y a plus de batailles pour le poste à la Cour suprême. Donc là, on est presque dans un rapport de force renversé, mais les démocrates sont conscients qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Dominique. Je vais répondre à Jean-Éric qui dit c'est l'usage. Moi, je ne sais pas bien ce que doivent faire les démocrates. Ils sont, en tout cas, c'est sûr qu'on ne les entend pas trop et que là, ils commencent un petit peu à bouger. Ils auraient mieux fait de se bouger avant. Et notamment Barack Obama, c'est sûr. Mais là, on l'a entendu sur la question. On l'a, absolument. Il commence maintenant à jouer un rôle, à refaire un peu de politique active
et quotidienne. Mais c'est l'usage, je veux bien que ce soit l'usage, mais les Républicains, ils ont totalement bafoué l'usage. Enfin, Trump l'a totalement bafoué, notamment, on en parlait, en bloquant pendant un an cette nomination, en méprisant la presse. On va voir peut-être qui est d'ailleurs aujourd'hui, concrètement, quels sont les secrétaires d'État qui aujourd'hui ont vu leur nomination avalisée par le Sénat pendant que vous parlez. Alix le disait, en nommant un conseiller au Conseil national de sécurité alors que c'est pas sa place, en faisant toute une série de mesures avec d'une violence incroyable. Enfin, ce décret sur l'immigration est quelque chose on n'a jamais vu une chose pareille. Ça a plongé un nombre considérable de gens dans une situation extrêmement difficile. On a vu, moi je vous dis, j'étais la semaine dernière aux États-Unis, on ne parlait que de ça, et on ne parle toujours que de ça. Il y a des chercheurs qui ne peuvent plus revenir travailler, il y a des étudiants, mais il y a aussi des familles séparées, il y a des gens qui ont une carte verte, ce sont des résidents américains. Mais alors ils ont un peu précisé les choses depuis. Aujourd'hui, les détenteurs de carte verte peuvent rentrer. Oui, il y a des résidents. Expliquait la personne en charge du Homeland Security. Carte verte, oui, mais ça ne résout pas, par exemple, ceux qui ont des visas légaux. Au terme, en plus, quand on sait ce que c'est qu'avoir un visa, c'est une procédure qui dure plus de 18 mois, avec 21 étapes. C'est quelque chose. Donc, de faire cette chose impréparée, totalement, qui met le chaos dans le pays, pour moi, ce n'est pas la preuve que Donald Trump soit imprévisible ou incompétent, ce dont on peut parler. C'est la preuve qu'il veut juste faire un coup de force et montrer que c'est lui qui a le pouvoir. Et le chaos, d'une certaine manière, c'est sa manière de gouverner. Ce que disait d'ailleurs John Kelly hier, qui a un peu essayé de détailler la mesure, et si possible de rassurer les gens, mais je ne suis pas sûr que ça ait vraiment atteint l'objectif, c'était que la décision de Donald Trump avec effet immédiat, l'objectif c'était évidemment de ne pas donner le message à l'avance aux individus potentiellement dangereux, créer un effet d'aubaine pour rentrer aux États-Unis avant la mise en application du décret, donc il fallait le mettre en application immédiatement après l'avoir annoncé. Un décret qui ferme les frontières pour plusieurs mois aux réfugiés et aux ressortissants de 7 pays musulmans. Donc aujourd'hui, il est extrêmement contesté au sein même des États-Unis. Vous l'avez dit, on va écouter Bob Ferguson, qui est Attorney General, c'est le ministre de la Justice pour l'État de Washington. Écoutez. Dans un tribunal, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui a raison. C'est la Constitution. Et c'est pour cela que nous sommes en état de droit. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui on est sorti de l'état de droit, Jean-Éric Brana ? Non, on n'est pas sorti de l'état de droit, c'est le fonctionnement habituel des institutions américaines. Les décrets sont utilisés par les présidents américains depuis George Washington. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui se passe, c'est que les décrets qui sont un acte officiel sont attaquables devant les tribunaux. Donc, ils sont attaqués devant les tribunaux qui interprètent. On a une séparation des pouvoirs aux États-Unis, on a une balance des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire contrôle et contrebalance le pouvoir de l'exécutif et du législatif. C'est exactement ce qui est en train de passer. Anne Donnelly, en interprétant et en disant ceux qui ont une carte verte rentrent parce que ce sont des citoyens qui ont le droit d'entrer, qui ont tous les papiers et qui ont fait les démarches pour rentrer, a rétabli la vérité du droit, l'état de droit, le rule of law, tel que ça doit se jouer aux États-Unis. Et elle a permis à ces gens-là qui étaient détenus illégalement pour le coup, et c'est vrai avec une grande détresse parce qu'il y a eu des situations absolument abominables, vu la brutalité de la décision, mais elle l'a rétabli. C'est comme ça que cela fonctionne. Je vais, moi, dans le même sens. Pas dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'avant de signer un décret présidentiel, on se met d'accord avec le gouvernement. Je continue, pardon. Je veux peut-être terminer mon propos et ensuite on s'engueule tant que vous voulez, mais je vais juste terminer mon propos. Là, ce qu'on peut reprocher à Donald Trump dans cette décision, c'est qu'il a oublié l'humanité. Il a oublié la bienveillance. Il n'a pas pris en compte, au nom de la sécurité nationale... Mais vous dites qu'il ne transgresse pas la loi. Ce qu'on peut comprendre, la sécurité nationale est louable également, et il a été également élu pour ça. Mais il a oublié l'humanité. Il a oublié qu'il y avait des gens et que les situations étaient effectivement très difficiles. Alors, je vais vous faire échapper. Anne Désine, sur la question de la loi, alors, spécifiquement. Ce décret, d'abord, il n'améliore absolument pas la sécurité nationale. Il met en danger la sécurité. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, dans la décision de la juge, il faut distinguer deux choses. C'est une procédure en urgence, l'équivalent d'une ordonnance de référé. Elle fait deux choses. Elle dit les 2 Irakiens, il faut les admettre parce que leur vie est en danger. Et elle parle de préjudice irrémédiable. Donc si on les renvoie, ils vont mourir. Dans le cas de deux réfugiés. Et ça, c'est applicable seulement là, localement, pas pour tout le monde. Par contre, elle dit, et ça c'est en réponse parce qu'elle a été saisie par l'Association sur les libertés fondamentales, ACLU, elle dit
ces gens-là, à la rigueur, vous les bloquez aux frontières, à la rigueur, vous les mettez en prison, mais vous ne les déportez pas. Donc, elle interdit la déportation, quel que soit le point d'entrée sur le territoire. Mais tant que la Cour... D'où le fait que les compagnies aériennes aient refusé de laisser embarquer un certain nombre d'individus. Non, ça c'était avant qu'elle ne le sache. Oui, voilà. À la suite de cette décision. Et ensuite, maintenant, étape numéro 2, on attend la décision sur le fond. Et en matière de référé, un juge statue parce qu'il pense bien que la juridiction sur le fond va effectivement conclure que le décret est contraire à la fois à la loi de 1965 qui interdit de discriminer selon la nationalité et plusieurs clauses de la Constitution. Donc on aura une décision de première instance, ensuite sans doute un appel et peut-être une Cour suprême qui aura 9 jours, 9 juges. Donc ça va revenir à notre question de départ, la Cour suprême. C'est loin d'être le seul procès. Hein. Il y a plein, il y en a à Boston, il y en a procédures, il y en a partout. Parce que là, ce décret, il a provoqué... C'est un décret scélérat, on peut le dire de manière évidente ou... Oui, parce qu'il a provoqué quand même une pagaille absolument incroyable. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez 15 attorneys généraux dans des États qui sont contre le décret. Donald Trump, le président, a viré la ministre de la Justice en exercice par intérim. Oui, mais de toute manière, ces jours étaient comptés, Sally Yates. Ça nous rappelle un peu le Watergate. Voilà, c'est Nixon qui avait ça. Nixon, le seul à avoir fait ça, c'est Nixon. Il a viré le procureur, le ministre de la Justice, parce que celui-ci refusait de licencier le procureur général qui enquêtait contre... Il faut dire qu'elle avait donné ordre, elle avait quand même donné ordre au procureur de ne pas suivre les instructions du président. C'est son rôle. On la voit sur l'écran. Elle dit j'ai des doutes sur la légalité, donc on attend un petit peu quand elle est confirmée, quand elle a été confirmée, parce qu'elle doit avoir des confirmations, je crois que c'était en 2005, il me semble, ou en 2015, pardon, en 2015. On lui demande, est-ce que vous, en cas de, si vous jugez que le président de la Maison-Blanche prend une mesure qui n'est pas conforme avec la loi ou la Constitution, est-ce que vous saurez dire non au président? C'est ce qu'on lui a demandé. Et qui lui a demandé? Monsieur Sessions. Oui, la même question a été posée d'ailleurs à Jeff Sessions par les sénateurs démocrates. C'est-à-dire le futur ministre de la Justice de Trump. On voit quand même au moins 2 ministères, donc celui qui est concerné en premier, celui de la sécurité intérieure, où John Kelly est obligé, après coup, de venir réexpliquer la façon dont justement on n'est plus sur l'interprétation originelle, mais sur l'interprétation a posteriori du décret présidentiel par un ministre qui n'a pas été prévenu, par une administration qui n'a pas été prévenue alors qu'elle était chargée de mettre en place le décret présidentiel. On voit le secrétaire à la Défense, James Mattis, en train de demander à son administration de constituer une liste des Irakiens qui ont travaillé avec l'armée des États-Unis, de manière à ce que ces Irakiens-là, qui ont servi l'État et la sécurité intérieure des États-Unis, puissent être de nouveau admis sur le territoire américain. Donc on peut quand même s'interroger sur, à tout le moins, je vais le dire gentiment, le manque de cohérence complet en 10 jours entre le président et les ministres qu'il vient lui-même d'inviter dans son gouvernement. Et j'ajoute qu'au sein du département d'État, il y a un mouvement de rébellion qui s'exprime par... Vous savez, une procédure qui s'appelle Dissent. Et il y a un grand nombre de fonctionnaires, du jamais vu d'ailleurs, dans le département d'État qui s'opposent à ce décret. On en est à 900, pratiquement. Oui, pratiquement 1000. Jean-Yves Brana, alors pour vous, bon, ça fait partie des prérogatives du président. Est-ce que ça ne traduit pas néanmoins un énorme problème d'impréparation et d'amateurisme finalement au sommet de l'État américain aujourd'hui? C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'il y a de la précipitation, effectivement. Il y a une direction de travail. Pour moi, c'est un taureau pour qui on a affiché le chiffon rouge. Il a foncé, donc je reprends mon propos exactement comme tout à l'heure. Il y a la sécurité intérieure qui est sa priorité puisqu'il dit j'ai été élu pour ça. Encore une fois, il a oublié l'humanité et la bienveillance qui entraînent des situations très difficiles. Sur la question même de la sécurité, est-ce qu'il n'est pas en train de faire un effet de manche est-ce que sa décision est vraiment commandée par l'urgence de la situation? Moi, contrairement à Anne, je l'ai répété sur plein de plateaux, je suis totalement incompétent sur la sécurité nationale. Et je dois vous dire que si jamais il a trouvé la solution pour empêcher le terrorisme, je serai le premier à dire que c'est un grand président. Pour le reste, c'est exactement l'inverse. L'essai est exactement l'inverse. Pour le reste, je n'en sais rien. Moi, je vais me contenter de commenter sur ce que je connais. Une question quand même, Éric Brana. Et pas sur des questions stratégiques pour lesquelles je suis vraiment incompétent. Une question à Jean-Éric Brana. Quand hier, John Kelly dit les 7 pays, la liste des 7 pays, ce sont 7 pays sur lesquels l'administration Obama avait déjà émis des signaux de
non-coopération, on va le dire rapidement, concernant justement l'échange d'informations sur leurs ressortissants qui pouvaient venir sur le territoire américain. Est-ce qu'il dit vrai? Est-ce que ça peut, dans ce cas-là, être une décision de nature à provoquer une réaction de cette ampleur aux États-Unis? Réaction, il y aura si cela continue. En réalité, moi je crois que la difficulté des décrets, elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Là aussi, si mais il y a regarde... bien eu de la part de l'administration Obama des signaux. Je vais jusqu'au bout. Si on regarde ce qu'il a fait, puisqu'en ce moment la phrase fétiche, c'est il applique exactement le programme qu'il a annoncé. Je vous annonce donc, s'il fait exactement ce qu'il dit, des déportations, 2,5 millions dans les jours qui viennent. Je vous annonce une capitale à Jérusalem qui va changer. Les manifestations seront d'une toute autre ampleur si jamais on arrive à ces choses-là. On ne sera pas avec la SLU qui, avec ses quelques avocats, va manifester devant un aéroport, mais on sera avec des centaines de milliers de personnes qui vont manifester partout dans le monde. Anne Désine et ensuite Annick Cizel. Oui, alors, je ne sais plus où on en était. Ah bah, c'est bien la peine. Oui, bon alors je donne à Annick. Je vous laisse retrouver. Merci Anne. Non, sur la liste des pays, certes, ce sont des pays dont certains ont soutenu certaines formes de terrorisme. Pas forcément depuis le 11 septembre. Et de toute façon, on ne peut que s'interroger sur l'absence de l'Arabie Saoudite. Voilà. On a quand même un congrès républicain et un congrès, pour le coup, bipartisan, où les républicains et les démocrates se sont entendus pour renverser le veto de Barack Obama en septembre 2016 sur une loi Justice Against Sponsors of Terrorism, sur une loi qui visait presque nommément l'Arabie Saoudite, autorisant les victimes et descendants de victimes du 11 septembre à faire un procès aux pays supposés contribuant financièrement notamment au terrorisme. Oui. Cette loi a été votée, entérinée au Congrès avec les 2/3 de la majorité de la Chambre des représentants et l'unanimité moins une voix au Sénat. Donc un bipartisme vraiment flagrant contre le veto du président Obama qui tentait de protéger un allié dans la guerre du Yémen notamment, contre l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'est pas dans la liste des États sponsors du terrorisme pour M. Trump. Mais c'est un des pays, et Bloomberg l'a expliqué, dans lesquels Donald Trump a un certain nombre d'actifs. Voilà. Mais la chose que je voulais dire, c'était qu'en fait, ça a été tellement le chaos que M. Trump a essayé de justifier son action en disant oui, mais Obama, il s'était intéressé à ces 7 hectares. Ça, ce n'est pas inexact. En revanche, il a dit, d'ailleurs, Obama, en 2011, il a fait la même chose. Non, en 2011, il y avait eu une alerte concernant 2 Irakiens, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, le président Obama avait convoqué un petit groupe et avait dit il va falloir qu'on resserre nos... Mais il n'avait pas fait un blocage. Donc, c'était ponctuel, c'était une nationalité à la suite d'une alerte, etc. Mais ça montre un peu le chaos dans l'administration Trump. Je crois qu'on l'a bien vu, on s'en est bien rendu compte ce soir, quels que soient les avis d'ailleurs, par ailleurs, sur le bien fondé ou pas, des mesures qui sont prises. Merci beaucoup à Anne Désine d'avoir été avec nous. Merci à Annick Cizel, merci également à Dominique Simonet et à Jean-Éric Brana. Restez avec nous, on évoque à présent cette actualité américaine. Un œil sur les médias, c'est tout de suite. Un œil sur les médias, l'actualité vue du net avec vous, Myriam Amellal. Bonjour. Bonjour. On est 12 jours maintenant, ça semble déjà tellement loin. Il a fait tellement de choses en 12 jours après l'entrée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, c'est ça. C'est dire à quel point le temps va sembler long à certains. En tout cas, les réseaux sociaux sont envahis. Au moins, ils contribuent à une chose, c'est faire parler ces décisions et les réactions face à ces décisions. Ça peut nourrir sans doute des millions de serveurs à travers le monde. Exactement. Regardez la réaction de ce tweeto. Hâte de voir ce que Trump a fait aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est une série. Voilà, ça résume bien en fait ce qu'on pense sur les réseaux sociaux. Et bien la réponse, en quelque sorte, l'une des réponses, Trump place sa nouvelle équipe à la justice et à la police des frontières. C'est une réponse intéressante. Pourquoi ? Eh bien parce que pas plus tard qu'hier, Trump limoge la ministre intérimaire hostile à l'application du décret anti-immigration. Et hier, on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Elle est devenue une héroïne, Sully Yates, donc pour ne pas la citer. Certains veulent même la voir à la Maison-Blanche en 2021, c'est dire. Elle a fait aussi, son portrait a été brandi dans les manifestations anti-Trump et beaucoup de gens espèrent, comme ce tweeto, qu'elle ne soit pas la seule dans ce gouvernement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui la remplace, Jeff Sessions. Et il se trouve qu'il y a quelques années, en 2015, lorsqu'il était encore sénateur, il l'interrogeait, il lui posait la question sur sa réaction si elle devait s'opposer à une décision du président. Et bien sûr, les tweetos ont exhumé cette vidéo. Je vous propose de regarder un extrait.
Pensez-vous que le procureur général a la responsabilité de dire non au président s'il demande de faire quelque chose d'illégal ? Sénateur, je pense que le procureur général ou son adjoint doit respecter la Constitution et donner son expertise indépendante au président. Voilà, et Dominique Simonet nous en parlait d'ailleurs à l'instant dans le débat. Exactement, alors cette vidéo fait le buzz, beaucoup en parlent, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on ne parle pas que du Muslim ban, on parle aussi du Super Bowl, et il se trouve que les deux se lient parfois parce que les publicitaires ont décidé de s'interroger, et si l'Amérique n'avait pas accueilli tous ces migrants, et on a fait une pub qui a beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Je vous propose de regarder un extrait. Welcome to America. You don't want to hear. Go back home. Abandon ship! Welcome to St. Louis, son. Next time, this is the beer we raise. Eberhard Dannheiser. Dolphus Busch. En gros, si on n'avait pas, Raphaël, accueilli des migrants allemands, par exemple, à tout hasard, il n'y aurait pas eu de bière pour la pause entre les mi-temps du Super Bowl. Voilà, c'est le message. Peut-être qu'il passera plus facilement. Et ouais, même les brasseurs font de la politique. Un certain nombre d'entreprises, d'ailleurs, s'y sont mis ces derniers jours. Merci beaucoup, Myriam. Voilà, c'était le débat de France 24. Merci à nouveau à nos invités, Anne Désine, Annick Cizel, Dominique Simonet et Jean-Éric Brana d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est un nouveau journal sur France 24.